querido Gregory. Un gusto tenerte esta tarde con nosotros. No sé si quieres, si tienes la presentación o quieres que te apoyemos con eso, con la presentación. Juana, je vais parler un petit peu en français parce que j'ai un peu du mal avec l'espagnol. Que va a hablar en francés porque no se le da muy bien el español. Miente un poco, pero está bien. Adelante. Mais je comprends très bien ce que tu me dis, par contre. Donc, je vais m'occuper moi-même de la présentation. Je vais faire défiler moi-même les diapositives du PowerPoint. Je pourrais dire quelques mots en espagnol au début, mais c'est vrai que même si la prononciation est bonne, c'est difficile pour moi de tenir pendant une heure et demie en espagnol d'un point de vue cognitif. Voilà. Mais je vais faire au mieux pour parler lentement et qu'on puisse s'en sortir. Voilà. Mais en tout cas, je suis ravi d'être parmi vous. Voilà. Él está muy contento de estar entre nosotros. Dice que le costaría mucho trabajo hablar en español todo el tiempo, pero entiende muy bien si le hablamos el español, ¿no? Y él también va a hablar algunas pequeñas palabras al inicio en español. Ha preparado una presentación que está en español, entonces él va a hablar en francés, pero la presentación que tiene lista es en español. Entonces les pido a todas y a todos que si en algún momento hay algo que no les queda muy claro, a través del chat o nos digan, ¿no? A ver, momento, para que en ese momento nos detengamos, él lo explique o lo detalle en francés y yo le apoye haciéndoles una traducción al español. Entonces, con esas instrucciones, pues, adelante. On peut commencer. Oui, Allez. alors je vais partager mon écran. Sí. Ok. Juan, est-ce que tu vois bien mon écran là? Ça va? Sí, ça va. Très bien. Sí. Ok. Es un gran placer para mí estar hoy con ustedes para impartir esta conferencia de la distancia que nos separa. Debo decir que siempre es un honor ser invitado a dar una conferencia y sinceramente agradezco la confianza que han depositado en mí. Así que muchas gracias por esta invitación. A continuación, presentaré diversas investigaciones experimentales realizadas a propósito de aspectos socialmente indecibles. Dicho objetivo se enmarca en el campo de estudio de las redes sociales, pero como ustedes podrán verlo, iré en gran medida y con mucho gusto más allá de este marco teórico para proponer articulaciones, tanto teóricas como metodológicas, con el objetivo de responder a una cuestión societal de la psicología social cotidiana. Je vais maintenant continuer en français parce que c'est vraiment difficile. Cher Greg, pourrais-tu amplifier la présentation de la diapo? S'il te plaît. Mais c'est encore le début pour l'instant. Je n'ai pas encore fait défiler. Je vais anticiper certaines critiques. Je ne vais pas m'intéresser aujourd'hui à ce que les gens pensent. Je vais centrer mon propos sur ce qu'ils expriment, en fonction des contextes dans lesquels on va les placer. Alors, ces recherches... Attends un moment. Hoy va a centrarse sobre todo en el interés, se va a interesar sobre todo en lo que la gente no dice, más que en lo que la gente sí menciona, y que ese es un punto importante porque es el eje, digamos, a partir del cual se va a desarrollar su presentación. Alors, ces recherches, elles ne sont évidemment pas le fruit d'un travail individuel. C'est un travail collaboratif qui a été conduit depuis plus de 10 ans maintenant, notamment au départ avec Christian Guimelli, ensuite avec Jean-Claude Deschamps, Anthony Pierre Matteo, Fabien Girandola et Jean-Louis Tavernier. Nous
des recherches actuellement avec Patrick Rateau autour d'aspects en lien encore avec la zone muette des représentations sociales. Mais peut-être que j'aurai le temps d'y revenir un peu après. Alors, je commençais cette conférence par une citation de Serge Moscovici qui me paraît très claire concernant la thématique que l'on aborde aujourd'hui, une thématique qui est pour moi, en tout cas particulièrement dans l'actualité. Alors pour Serge Moscovici, comme vous pouvez le lire, les représentations, las representaciones racistas o étnicas siempre han estado presentes en la sociedad. En algunos periodos se encuentran subyacentes o marginadas. Ello hace su expresión poco probable, de manera que la sociedad tiene a este respecto un tesoro disponible permanentemente al cual puede recurrir si es necesario cuando surge la necesidad y o cuando la situación, por una razón u otra, se hace socialmente posible. Pour moi, cette citation de Serge Moscovici, elle résume particulièrement bien les travaux que l'on a pu réaliser sur les contextes d'expression dans le cadre de la zone muette des représentations sociales. Alors, on s'est intéressé à cette question donc, de l'expression des représentations, car il s'agit, selon nous, d'un champ de recherche qui plaide pour une psychologie sociale de la vie quotidienne, c'est-à-dire une psychologie sociale qui n'est pas une simple psychologie, mais dont la préoccupation de cette psychologie sociale, c'est bien le social au sens plein, un social qu'on doit considérer en tant que psychologues sociaux dans toute son épaisseur et sa viscosité. Donc, on s'est fixé plusieurs objectifs, c'est-à-dire d'identifier les conditions de l'expression de certains aspects problématiques, c'est-à-dire sensibles, en lien notamment avec des questions comme le racisme, d'identifier donc les zones représentationnelles qui sont indicibles, que les gens ne verbalisent pas, qui n'expriment pas. Mais il y a un aspect qui est fondamental et dans lequel il faut, je pense, s'investir profondément, c'est le développement de méthodologies qui soient en mesure de nous permettre de démasquer, c'est-à-dire de mettre en évidence donc, les aspects de la pensée sociale qui ne sont pas exprimés. Et ça me paraît vraiment très, très important. Donc, ce sont 3 objectifs que l'on s'est fixés. Alors, cette partie des travaux réalisés dans le champ des représentations, eh bien, concerne des objets de représentation qui ont été qualifiés par Christian Guimelli des objets sensibles, c'est-à-dire des objets de représentation qui, ma foi, intègrent dans leur champ représentationnel des cognitions, des croyances qui sont susceptibles de mettre en cause les valeurs morales ou les normes sociales valorisées par le groupe d'appartenance du sujet. Alors, pour Christian Guimelli, au départ, il y a plus de 20 ans maintenant, eh bien, c'est le champ de représentation des objets de ce type, généralement comporte ce qu'il a appelé, ou ce qu'ils ont appelé avec Jean-Claude Deschamps au départ, des zones muettes, zonas mudas. C'est-à-dire, ce sont des sous-ensembles de cognitions ou de croyances qui ne sont pas exprimées spontanément par les participants, par les personnes que l'on interroge, dans une normale de production des réponses. La plupart du temps, cela en raison de pressions sociales d'ordre normatif qui s'exercent sur les individus. Alors, on va dire à ce propos que les sujets vont masquer certaines parties du champ de représentation.
Mais dans d'autres situations, au contraire, eh bien, ces stratégies de masquage, elles peuvent être atténuées. Et là, on parlera alors de zone de masquage, d'aspect démasqué. Donc, on a des aspects masqués dans certains contextes, et dans d'autres contextes, au contraire, eh bien, on peut tenter de démasquer, c'est-à-dire de révéler les aspects indicibles de la pensée sociale. Et quand je dis les aspects indicibles, c'est bien en rapport avec quelque chose de normatif, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui est une pression sociale qui fait que, eh bien, nous allons, dans certains cas, pouvoir dire certaines choses, et dans d'autres cas, eh bien, on va ne pas les dire, les taire, et on va les cacher. Alors, l'idée au départ de Christian Guimelli, ça a été déjà, dans un premier temps, de mettre en place des méthodologies qui sont susceptibles, qui sont aptes à justement démasquer ces aspects socialement indicibles, contre-normatifs. Dans des travaux antérieurs, on a bien vu que ces différentes stratégies, elles pouvaient être mises en évidence justement grâce à la modification d'une consigne qui consistait en fait, soit dans un premier temps, à demander aux personnes de répondre selon leur propre point de vue, en leur nom propre, selon elles, según usted. Et il a créé un autre contexte d'expression où il demandait en fait aux personnes de s'exprimer comme le feraient les Français en général. Et à propos d'un travail qu'il a réalisé sur la représentation des gitans, il a pu montrer que la consigne normale eh bien, conduisait au masquage, alors que la consigne de substitution aboutissait à du démasquage. Par exemple, ils ont pu montrer que en cas de consigne normale, quand on interroge les gens selon leur nom propre, eh bien, les gitans sont décrits comme nomades ou comme des musiciens. C'est un portrait qui est très positif, en réalité. Alors que lorsqu'il interroge les personnes en consigne de substitution, c'est-à-dire en demandant aux personnes de répondre comme le feraient les Français en général, eh bien, à ce moment-là, les gitans sont toujours nomades, mais ils ne sont plus musiciens. Ils deviennent des voleurs. Et on se rend compte qu'ils sont voleurs à 64% des sujets en consigne de substitution contre 26% en consigne normale. Juana, est-ce que ça va pour le rythme pour l'instant? Je crois, sí. ¿Cómo están? ¿Va bien en el ritmo o va más lento? Ustedes nos dicen. Y sugiero que si tienen alguna duda por el chat, nos indiquen. ¿Cómo están? ¿Vamos bien? Todo bien. Bien, todo bien. Ok, todo bien. Donc ça, c'est un premier résultat expérimental qui a été mis en évidence il y a 21 ans maintenant. Donc, alors vous imaginez que la recherche, elle s'est développée depuis. Une autre recherche a été réalisée 6 ans plus tard par Claude Flamand, Christian Guimelli et Jean-Claude Abric, où ils travaillaient sur les effets de masquage, mais on va le voir, ici, ils ont essayé de rendre les choses un peu plus explicites, c'est-à-dire qu'ils ont mobilisé la consigne d'expression en normal et en substitution, mais ils ont aussi joué sur la présentation de l'expérimentateur. Donc, c'est toujours pareil, ils vont interroger donc, les sujets en consigne normale ou en consigne de substitution, mais ils vont également rajouter en fait une autre variable. Une variable qui va consister à manipuler
de l'expérimentatrice. Alors, dans un cas, eh bien, l'expérimentatrice va s'appeler Yamina, elle va porter un voile, et dans l'autre cas, elle s'appellera Céline, et elle sera blonde aux yeux bleus et ne portera pas de voile. Et il travaillait sur la représentation de l'islam. La représentation de l'islam. Alors, cette technique, elle est directement inspirée des travaux sur ce qu'on appelle l'effet expérimentateur ou l'experimenter effect. Et on a, dans le cadre de la littérature, et notamment la littérature nord-américaine, et plus particulièrement aux États-Unis, beaucoup de travaux qui ont travaillé à partir de cette variable, mais absolument pas dans le champ des représentations sociales. C'était ça la nouveauté introduite par Flamand et Gabrick. Alors, les auteurs ont pu montrer comme résultat que face à Céline, ici, face à Céline, eh bien, lorsque la consigne était une consigne de substitution et qui répondait pour les Français, ils avaient tendance à dire, par exemple, que l'islam allait à l'encontre des valeurs démocratiques de la France. Et ils le disaient beaucoup plus facilement que lorsqu'ils répondaient face à Yamina. En revanche, pour des items intuitifs comme la tolérance, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup plus tendance à dire que c'est moins le cas face à Céline que face à Yamina. Et là, en fait, on voit deux processus, un processus de démasquage et un processus de masquage face à Yamina. Alors, pendant très longtemps, on a dit à Guimély, à Flamand ou à Brink, certains chercheurs leur disaient, mais en réalité, c'est un effet de transparence que vous observez. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer ce que pensent les Français sans pour autant que nous, on le pense nous-mêmes. Ici, les résultats de cette étude montrent qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que si effectivement c'était un effet de transparence, en contexte de substitution ou en contexte de substitution, eh bien, on aurait exactement les mêmes réponses face à Céline que face à Yamina. Or, ce n'est pas... On a bien des variations de réponses face à Céline et face à Yamina en contexte de substitution. Et on le voit ici. Ici, on est donc en contexte de substitution et on voit que les réponses données à Céline ne sont pas les mêmes que les réponses données à Yamina. Et également ici, les réponses données à Céline ne sont pas les mêmes que les réponses données à Yamina. Donc, ce n'est pas un effet de transparence. Et il y a bien et probablement des effets en termes de pression sociale, de pression normative qui jouent dans le cadre en fait, de ces études. Alors, dès le départ, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y avait donc des travaux qui ont été un peu en concurrence. C'est-à-dire que d'un côté, on avait les travaux qui se centraient sur la pression normative, qui étaient réalisés par Deschamps, Flamand, Milan, et on en avait réalisé nous aussi avec des collègues, des jeunes collègues à l'époque. Et de l'autre côté, il y avait des travaux qui étaient réalisés sur la comparaison sociale par Nathalie Choquier, Pascal Moliner et Patrick Rateau ou encore Adam Chesterman. Et ce que l'on voit, c'est que le débat qu'il y a eu entre ces deux approches était un débat qui concernait énormément la constitution, mais qui ne concernait pas la zone muette de manière générale. Donc, on a décidé par la suite de se dire, si effectivement ces travaux-là se posent la question d'interprétation différente en termes de pression normative ou de comparaison sociale, il va falloir qu'on trouve d'autres variables qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans les explications que l'on peut donner à ce phénomène. Et c'est ce qu'on a essayé de faire par la suite, et je vais y revenir. Alors, il y a d'autres variables qui sont en jeu dans tout ça et qui n'ont pas été forcément investiguées. Donc, si les jeunes chercheurs au Mexique sont intéressés par ça, on peut travailler aussi au niveau identitaire,
mais on peut aussi travailler au niveau du pouvoir et au niveau de la désinhibition. Et ça, on verra que ce sont des pistes qui sont très prometteuses pour la zone muette. Parallèlement à ça, nous avons, nous, de notre côté, travaillé à partir d'autres variables qui sont, par exemple, le contexte public ou le contexte privé d'expression, et on a également travaillé à propos des processus de légitimation de l'expression. Et à ce sujet, on a travaillé sur le procès Charlie Hebdo en France en 2007-2008, qui, comme vous le savez peut-être, a donné lieu ensuite des attentats en France, et notamment le fait que l'équipe de Charlie Hebdo a été assassinée donc en 2015. Alors, pour approfondir donc, les objectifs que l'on s'est fixés, eh bien, ça tient en 3 points. Tout d'abord, on voit qu'il fallait, dès le départ, croiser le type d'enquêteur avec le type d'enquêté. Pourquoi? Parce que dans les travaux de Flamand, de Guimelly et Abric, ils ont et seulement manipulé le statut de l'enquêteur, mais manipulé le statut de l'enquêté. Ensuite, on s'est aussi attaché, on s'est fixé comme objectif de travailler sur le croisement entre le type d'enquêteur et le contexte public-privé. Donc, on a croisé le type d'enquêteur avec le contexte public-privé. Et enfin, le 3e objectif que l'on s'est fixé, et ça c'est des travaux qu'on a conduits avec Christian Guimelly, c'était de travailler sur les effets de la légitimation institutionnelle sur l'expression d'opinions contre-normatives. Donc, 3 grands objectifs que l'on a déclinés en plusieurs recherches. Plusieurs recherches, la plupart du temps expérimentales. Qu'elles soient dans le laboratoire ou sur le terrain. Mais c'était des recherches expérimentales. Donc ici, sur les 2 premiers points, on va avoir un objectif qui va être méthodologique, alors que sur le dernier point, eh bien, on va davantage s'attacher donc à un objectif théorique pour essayer d'introduire la question de la légitimation dans le cadre théorique de la zone muette des représentations sociales. Alors, une première étude que l'on a réalisée avec Christian Guimelly dans le cadre de ma thèse de doctorat, donc c'était il y a longtemps, il y a 10 ans maintenant, où on s'est attaché à tenter de croiser le type d'enquêteur avec le type d'enquêté. Et on travaillait sur la représentation sociale du vin. Alors, c'est vrai que Christian Guimelly aime beaucoup le vin, mais ce n'est pas pour ça que l'on a travaillé en fait sur la représentation sociale du vin, même si c'est vrai qu'on a dégusté beaucoup de très bons vins ensemble, mais c'est qu'on s'est intéressé aux rapports qui pouvaient exister entre les consommateurs de vin et les non-consommateurs de vin. Et des rapports normatifs, évidemment. Alors, pour rappel, les résultats obtenus par Flamand, Guimelly et Abric ont révélé que quand on peut inférer un système de pensée similaire donc chez notre interlocuteur, eh bien cela facilite l'expression des aspects contre-normatifs. On se souvient de ça. Mais dans le cadre de nos travaux, on s'est dit que de manipuler l'effet de l'expérimentateur, cela ne suffisait pas. Il fallait aussi manipuler le statut donc, de l'expérimenté, comme par exemple dans un travail qui a été réalisé en 2002 par Stangor, Van Alem, Swim et Secrist. Alors, on a interrogé 234 sujets, 61 sujets ont pris part à un pré-test et 173 sujets eh bien, ont pris part à l'étude proprement dite. Tous étaient étudiants à l'université d'Aix-Marseille. Récupérer des items d'une étude antérieure qui avait été réalisée sur les représentations sociales du vin par Simonet Toussaint et collaborateurs à l'université de Bordeaux, en France. Et on s'est donc inspiré de ces items-là.
et les sujets devaient se positionner en termes d'accord ou de désaccord sur une échelle en 7 points qui allait de -3 à +3. Est-ce que ça va pour la méthode? Ça va? C'est bon pour la méthode? ¿Todo bien? ¿Van siguiendo la metodología o necesitan que nos detengamos en alguna parte? Yo creo que todo va bien. ¿Sí? Oui, ça va. Ok, gracias. Voici les items que l'on a donc manipulés. Donc, par exemple, les soirées. Une bonne soirée, elle est nécessairement accompagnée de vin. La convivialité, el vino es sobre todo sinónimo de convivencia. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. De la bonne humeur. Beber vino es sinónimo de buen humor. La buena salud. En cantidades moderadas, el vino puede promover la buena salud. Riesgo, consumir vino es tomar riesgo, donc c'est les risques, hein, en réalité, c'est taking risk, risk-taking, perspective. Les accidentes, pensar en beber vino significa necesariamente pensar en los accidentes de tráfico. L'alcoolisme, el vino y el alcoholismo son inseparables. La exclusión, por lo general, son las personas excluidas que las que beben el vino barato. El gusto, los consumidores de vino buscan sobre todo el placer solo por gusto. Y la cultura, el vino es una parte integral de la cultura francesa. Bon, donc on a ici, on peut le voir, déjà 3 dimensiones, hein, aspectos positivos, aspectos negativos y la cultura. Voici le plan expérimental, le design, l'experimental design, le design expérimental, où on a donc croisé 2 variables indépendantes à 2 modalités, ce qui nous a permis d'obtenir un plan à 4 cases, où on a croisé donc le type d'investigateur, le type d'enquêté, ok? Et donc on avait donc 43 consommateurs qui interrogeaient donc des consommateurs, ok? On avait donc des non-consommateurs qui interrogeaient des consommateurs qui interrogeaient des non-consommateurs et des non-consommateurs qui interrogeaient des non-consommateurs. ¿Ça va? ¿Todo? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende este diseño experimental? Es muy importante. Es importante que sí o nos detenemos un poco ahí. ¿Sí? ¿Clarísimo? Gracias, Cintia. ¿Los demás, las demás? Muy bien. Ok. Allez, on y va. Donc, en fonction de ce que l'on a dit, on a pu formuler donc des hypothèses. Donc, la première hypothèse qui consistait donc à considérer que seuls les aspects polémiques donnent lieu donc à des différences entre consommateurs et non-consommateurs. Et on pensait que les items, on le verra, liés à la culture ne donneraient pas lieu à de telles différences. Pourquoi? Parce que les consommateurs et les non-consommateurs vont s'affronter dans un rapport intergroupe, c'est un conflit intergroupe, alors que quand il s'agit de la culture, eh bien, c'est plus l'identité française qui va prendre le dessus. Donc, la première hypothèse, c'est qu'il va y avoir des différences de valorisation observées entre les consommateurs et les non-consommateurs, mais uniquement quand les items concerneront des aspects polémiques et donc normatifs. Et la deuxième hypothèse, c'est que les variations d'expression, eh bien, elles vont être dérivées de la manipulation des contextes. Et donc, on va voir qu'il va y avoir des aspects qui vont davantage concerner les aspects polémiques et d'autres des aspects normatifs. On continue. Voilà les premiers résultats que l'on a observés. Ici, on a réalisé une analyse de la variance multiple,
une MANOVA, qui nous a permis en fait de voir, d'examiner les différences de moyenne entre les consommateurs et les non-consommateurs. Et ce que l'on peut voir, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des différences entre les consommateurs et les non-consommateurs, mais uniquement sur des aspects positifs ou négatifs. Dès lors qu'il s'agit de s'en référer au goût et à la culture, il n'y a plus de différence d'appréciation entre les consommateurs et les non-consommateurs. Donc, les seules différences que l'on va voir concernent ces items ici, cela, de noche jusqu'à exclusion, mais par contre, pour les items gusto et culture, il n'y a... Zut. J'ai perdu le contrôle. Voilà. Pour les items gusto et culture, eh bien, ces différences entre consommateurs et non-consommateurs n'apparaissent plus. Donc ça, c'est un premier résultat qui était intéressant. Ensuite, on a traité les données avec une autre méthode d'analyse qui est en fait l'effet Gutmann en analyse en composantes principales. Donc, on a traité ces données-là avec une autre voie d'analyse qui a été développée par Claude Flamand et Laurent Milan en 2003, puis en 2005. Et ce qu'on observe ici, c'est que l'on a en fait une seule séquence qui permet d'ordonner eh bien, les conditions expérimentales dans un ordre bien précis. Alors, je vais pas rentrer dans les termes, Rwanda, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques de l'analyse parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est une analyse qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de trouver l'ordre des conditions expérimentales sans que ce soit nous qui décidions dans quel ordre on va les agencer. C'est en fonction donc des résultats obtenus que l'analyse nous permet d'établir cet ordre-là. À partir de cette première analyse factorielle, on a réussi en fait à calculer des scores factoriels pour les différents items dans les différentes conditions expérimentales, ce qui donne ce résultat-là. Et là, ce que l'on observe, c'est que quand un non-consommateur interroge un non-consommateur, ici, eh bien, sur les aspects donc négatifs, donc ceux-là, eh bien, ils sont d'accord avec ça. En revanche, on voit que quand le non-consommateur ici interroge donc un consommateur, eh bien, ils sont un peu moins d'accord. Et encore moins lorsque c'est un consommateur qui interroge un non-consommateur, et encore moins lorsque c'est un consommateur qui interroge un consommateur. Mais ce phénomène se produit totalement à l'inverse sur les aspects positifs, où on voit apparaître justement que lorsque les non-consommateurs interrogent les non-consommateurs, ils ne sont pas du tout d'accord avec les aspects positifs. En revanche, quand les consommateurs interrogent les consommateurs, ils sont beaucoup plus d'accord avec ces aspects positifs. Et on voit donc se croiser ces deux profils polémiques, mais lorsque l'on considère les aspects culturels du produit, eh bien ici, il n'y a plus de différence entre les conditions expérimentales, et ce n'est plus l'identité de consommateur ou de non-consommateur qui va jouer, mais c'est l'identité de français, qui valorise la culture française. C'est pour ça que l'on s'est dit que l'on travaillait à la fois sur des croyances polémiques, mais aussi sur des croyances hégémoniques, telles que le prévoyait d'ailleurs Serge Moscovici, lorsqu'il parlait de représentation polémique, de représentation émancipée et de représentation hégémonique, en 1988. Il avait publié, Moscou avait publié un article très intéressant par rapport à ça dans l'European Journal of Social Psychology en 1988, 1988. Alors, le premier objectif a été rempli, puisque l'on voit que le croisement entre le statut de l'enquêteur et le statut de l'enquêté, eh bien, donne des résultats qui varient énormément. Donc, il était intéressant, effectivement, de croiser le statut de l'enquêteur et le statut de l'enquêté. Est-ce que ça va là? ¿Ça va? ¿Cómo van? ¿Todo bien o nos detenemos un poco más en este? Ustedes nos indican. Jóvenes, jóvenes.
A lo mejor sí un poco más, ¿no? Una repasada. Sí. Est-ce qu'on pourrait répéter un peu cette explication, Fer, s'il te plaît? Alors, on voit que sur le croisement, donc sur le vin sanitaire et festif, ou le vin danger et addictif, donc l'aspecto positivos et aspecto negativos, ce sont des aspects polémiques. Des aspects polémiques. Et c'est là que jouent les variations au niveau des conditions expérimentales. Par contre, lorsqu'il s'agit de traiter d'aspects culturels, la culture, eh bien, les variations dans les différentes conditions expérimentales ne s'expriment plus. Tous les sujets sont d'accord avec. Entonces, ya lo explico, pero bueno, yo me permito hacer aquí un paréntesis. Sí, vas-y. En el caso de cuando se toma el vino en términos positivos, van a encontrarse variaciones, igual que van a encontrarse diferencias cuando se habla en un sentido negativo sobre el vino. Sin embargo, cuando se habla del vino desde un aspecto cultural, ahí no encontraron ninguna variación. Entonces, justamente van encontrando que dependiendo del aspecto positivo o negativo del vino, van a encontrar ciertas variaciones. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce résultat, je vais le dire en espagnol. Okay. Je vais essayer de le dire en espagnol. Je vais reprendre la traduction. Todos estos resultados fueron probados en términos de contraste lineal de acuerdo con las recomendaciones de Rosenthal, Rosno y Robin. Non es solamente, no, sí, solamente, no, sí, dice, solamente. Bon, solamente non è solamente un effetto grafico, ma hay una statistica che permite di provare questo risultato. Sí, de hecho, la parte estadística nos dijo hace un momento que no se iba a detener ahí porque se tardaría mucho y por eso utiliza esta manera gráfica para mostrar los resultados que obtuvieron. Sí, porque hay un efecto significativo Sí. Por los aspectos positivos y negativos y un efecto no significativo en lo que concierne a los aspectos culturales. Ok. Alors, comme je le disais au départ, on a également essayé de travailler sur un autre contexte que l'on a manipulé, c'est le contexte privé et le contexte public. Alors ici, la grande différence avec la consigne de substitution, c'est qu'en consigne de substitution, on va d'abord interroger des gens en leur nom propre, pour eux, qu'est-ce qu'ils pensent, et ensuite on va leur demander ce que pensent les Français en général. Alors que dans le contexte public-privé, les sujets répondent toujours en leur nom propre, mais en privé ou en public. Alors, on a travaillé 14 ans plus tard sur la représentation des gitans pour voir si finalement, eh bien, on pouvait répliquer les résultats de Guimelli avec un autre contexte. Et on a croisé, donc, dans un premier temps, le contexte public-privé avec ce que l'on a appelé la décontextualisation normative, c'est-à-dire l'effet expérimentateur, the experimenter effect. Et on a également essayé d'adopter une posture pluriméthodologique d'analyse des données, puisqu'on s'est dit que l'on allait essayer, eh bien, à travers différentes analyses, de trouver le même résultat, pour que ce soit plus robuste, plus fort comme résultat. Alors, on a travaillé à partir des évocations hiérarchisées qui ont été proposées par Abric en 2003, où on demandait en fait aux personnes
de citer les 4 mots qui leur venaient à l'esprit quand on leur disait les gitans. Ensuite, ils devaient classer les mots par ordre d'importance, de 1 le plus important à 4 le moins important. Et on avait aussi une échelle d'attitude pour chacun, en fait, des mots qui étaient associés. Donc, pour chacun des mots qui étaient associés, il devait nous dire s'il était très négatif jusqu'à très positif sur une échelle en 7 points. Et on a également utilisé une autre technique que l'on a validée il n'y a pas longtemps, en 2018, avec Jean-Louis Tavani et Anthony Pierre Matteo, qui s'appelle la contextualisation sémantique, où on demande en fait au sujet de formuler une phrase qui permet d'expliquer le lien que lui-même va faire entre le mot que l'on lui a proposé et le mot qu'il a associé. Ça nous paraît très important aujourd'hui parce que quand on procède à de la catégorisation sémantique, eh bien, on a souvent tendance, nous, à dire, eh bien, ce mot, il va bien avec celui-là, alors je vais les mettre ensemble. Mais le problème, c'est que nous y mettons aussi nos propres représentations sociales dans le traitement des données. Et ce n'est plus un traitement objectif, mais ça devient un traitement très subjectif. Alors avec Anthony et Jean-Louis, on s'est attaché à essayer de trouver une voie qui permettait d'objectiver la catégorisation sémantique. Et ça marche plutôt bien, et on l'a validé expérimentalement en 2018. Donc, Juana, tu peux aussi dire que si certaines personnes sont intéressées par les articles, on pourra les transmettre aussi par la suite. Voilà. Ok. Y me detengo, je vais me attendre un peu pour expliquer un peu cette partie-là. Bueno, el maestro dice que si están interesados en conocer esta escala, con mucho gusto nos hace llegar los artículos que nos pueden decir si les interesa para que puedan conocer esta parte de contextualización semántica, que es una técnica que busca que sea el propio sujeto quien explique la relación entre el término que como investigador o investigadora se le propone al sujeto y las palabras que él evocó a partir de ese inductor. Esta escala lo que hace es justamente hacer que el propio sujeto describa con una frase cuál es la relación que él le otorga a esa palabra en relación a la palabra que resultó al evocar, al ser evocada. Lo que nos dice es justamente que es, en lugar de que nosotros clasifiquemos, que es lo que hacemos normalmente, agrupar las palabras y colocarlas en una categoría desde nuestra propia subjetividad y interviniendo nosotros en donde creemos que va mejor la palabra, esta escala lo que permite es que sea el propio sujeto quien nos indique en cuál es el lugar o la categoría en donde está identificada para él. Y si alguien está interesado, pues nos lo hacen saber y el profesor nos va a compartir esos artículos. Yo representando a todos los que estamos como público, le digo al doctor que por favor nos lo facilite, nos lo envíe, y a quienes estén interesados, por favor, se ponen en contacto en el correo del posgrado y con mucho gusto lo compartimos con todas y con todos. Gracias. Por favor, gracias. Tu as compris, n'est-ce pas? J'ai compris à moitié, Juana. Angélique, la coordinatrice du programme de doctorat, dit que bien sûr qu'on est intéressé, si tu peux nous envoyer les articles, ça sera pas mal. Et c'est elle qui va à partager avec les élèves qui soient intéressés. D'accord, mais bien sûr, et avec plaisir, Mais je peux même le partager très rapidement dans le chat même. Je peux tout à fait le partager tout au long de la conférence. Je peux partager les choses, mais il n'y a aucun souci, bien sûr. Avec plaisir, même. Il n'y a aucun problème. D'accord. Que voilà. Va a intentar incluso en el chat compartirlo ya para que lo pueda compartir ya. Perfecto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Voilà. Je viens de le mettre dans la fenêtre de discussion. Sí, ya está. Ahí. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a utilisé un plan expérimental à 2 variables indépendantes.
Donc, la première variable indépendante où on a manipulé le contexte public versus le contexte privé. Et une deuxième variable indépendante où on a manipulé le statut de l'expérimentatrice qui était donc gitane ou non gitane. Alors, dans les deux cas, c'était la même personne. C'était la même personne. La misma personne. Et on a pris une étudiante et on l'a habillée comme une gitane pour faire le recueil des données. Era un estudiante que la vistieron como si fuera una gitana para hacer el experimento. Donc, on a croisé ça et on avait quatre conditions expérimentales. En termes de traitement des données, puisque c'est ça aussi qui nous a beaucoup intéressés, on a traité les données de manière différente. On a d'abord travaillé à partir de l'analyse prototypique avec les tableaux qui croisent l'importance et la fréquence de manière assez classique, comme on peut le faire dans l'étude des représentations. On a également utilisé l'analyse factorielle des correspondances. On a également utilisé l'analyse lexicométrique automatisée, donc comme Alceste ou comme Iramutek, qui a été développé en France maintenant par Pierre Ratineau. Alors, l'analyse lexicométrique, on l'a fait à partir des phrases que les sujets ont écrites dans le cadre de la contextualisation sémantique. Donc, on a récupéré les phrases qu'ils ont écrites et on a fait une analyse lexicométrique là-dessus. Et à la fin, on a travaillé à partir d'une analyse de contraste linéaire. Donc, on avait 4 traitements de données différents. Le deuxième, c'était lequel? Comment? Le deuxième analyse, c'était lequel? C'est l'analyse factorielle des correspondances. OK. Et la dernière? La dernière, c'est l'analyse de contraste linéaire. Mais je vais y revenir. Hein. Je vais revenir sur chacune des analyses. OK. Voilà, en termes de traitement des données. Alors, les premiers résultats, en termes du croisement entre l'importance et la fréquence, nous montrent qu'on retrouve les résultats de Christian Guimelli et de Jean-Claude Deschamps, puisqu'effectivement, le terme le plus important et le plus fréquent, c'est nomade. Il est ici. C'est nomade qui est exprimé par 116 sujets. C'est quand même énorme comme association. En revanche, le terme voleur, thieves, ici, ladros, lui, est exprimé dans une moindre proportion. Bon. Et on a observé effectivement que les résultats que l'on a mis en évidence dans le cadre de cette étude étaient parfaitement comparables aux résultats que Christian Guimelli avait observés 14 ans plus tôt. Donc ça veut dire que la représentation sociale n'a pas beaucoup bougé. On voit même là la stabilité de la représentation s'exprimer. Ça, c'est un premier résultat. Donc, un premier résultat qui n'est pas forcément le résultat le plus intéressant, parce qu'ici, on ne montre pas la manipulation des variables. En revanche, quand on regarde l'analyse factorielle des correspondances, eh bien, on observe que quand on est dans un contexte privé et que l'alimentatrice n'est pas une gitane, eh bien, c'est là que s'expriment les choses les plus négatives, comme la saleté, les voleurs, les nuisances, la problématique des enfants qui sont laissés à l'abandon. Bon. En revanche, quand on regarde de l'autre côté, où là, on est en contexte public et quand l'expérimentatrice, eh bien, c'est une gitane, les aspects négatifs ne sont plus exprimés. On n'a que des aspects positifs. Le folklore artistique, l'Espagne, le nomadisme et le prototype général en fait du gitan, avec un peu les cheveux longs, un peu de la moustache, etc., etc. Las bigotes. Donc, c'est les aspects plutôt positifs. Et enfin, on observe que quand on est en contexte privé et que l'expérimentatrice est gitane, eh bien, ce sont des aspects qui vont dans la défense des gitans, à travers notamment le fait qu'on dit qu'ils sont exclus socialement, que ce sont des voyageurs, mais qui sont aussi stigmatisés, qui sont pauvres et qui vivent en communauté.
Donc, ce ne sont pas des aspects négatifs, ce sont des aspects qui rentrent dans la défense des gitans, c'est-à-dire dans le fait de justifier qu'ils sont en quelque sorte mal jugés par les gens. Donc, c'est le cas où on répond en privé, c'est-à-dire à l'abri des regards, et qu'on est face à quelqu'un qui n'est pas gitan, que l'on voit s'exprimer les choses les plus négatives. Donc, quelque part, ce que l'on observe ici, c'est que les résultats qui ont été en fait trouvés par Christian Guimelli en contexte de substitution, eh bien, on trouve des résultats totalement similaires quand on manipule le contexte public-privé. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? ¿Cómo van? Oh, une question, Greg. Quand tu dis condition publique-privée, c'est là, tu pourras nous expliquer un peu cette partie-là? À quoi Alors, je peux l'expliquer. Sí. Oui, je peux l'expliquer. Alors, en fait, en contexte privé, si. En contexte privé, c'est très rapide à expliquer. En contexte privé, on leur donnait un questionnaire. Ils devaient le mettre dans une enveloppe et ils devaient le mettre dans un sac où il y avait déjà des enveloppes qui étaient mises à l'intérieur. En contexte public, on demandait en fait à l'enquêté de nous donner les réponses et c'est nous, enfin c'est l'expérimentatrice qui les notait sur le questionnaire. Okay. Voilà. D'accord. C'est ce qu'on appelle du contexte public direct, parce qu'il y a aussi du contexte public anticipé, mais on pourra en parler une autre fois. Mais on peut faire des recherches aussi là-dessus. D'accord. ¿Van bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Porque esa era la duda que, bueno, no, que creía que hacía falta, pero las demás, ¿todo bien? Creo que sí, todo bien. OK. Alors, le troisième objectif, il consistait à travailler sur l'effet de la légitimation institutionnelle. Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est une recherche qu'on a réalisée au moment où Charlie Hebdo a été mis en examen à propos de la publication des caricatures de Mahomet dans le journal. Alors, je vais revenir là-dessus. On a vu que certains travaux ont montré des variables qui font intervenir, par exemple, des normes de présentation de soi et qui sont susceptibles de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des stratégies de démasquage ou de masquage. Mais d'autres variables, eh bien, comme par exemple celles qui ont été manipulées par Kellman, eh bien, montrent que les institutions majeures qui font autorité, comme par exemple l'État, les cours de justice, les institutions religieuses, les autorités politiques, médicales et scientifiques, eh bien, elles contribuent par leurs actions ou par leurs déclarations à rendre légitime ou dans d'autres cas illégitime eh bien, des croyances, des points de vue, des opinions. Et donc, on voit que s'engage là un processus d'influence dans la société qui fait l'objet donc d'un processus de légitimation. Alors, en partant de ce constat, eh bien, on voit que Kellman, au temps de 1954 et à l'abolition de la ségrégation dans les écoles publiques aux États-Unis, eh bien, il a pu montrer que l'accord avec la déségrégation a été plus fort lorsque la Cour suprême des États-Unis a prononcé justement le jugement selon lequel il ne pouvait plus y avoir de ségrégation dans les écoles publiques aux États-Unis. Et on a pu montrer que les Américains ont été plus favorables donc à la déségrégation, ils étaient plus favorables à la ségrégation avant qu'après. Okay, bon. Et ça,
on voit bien là s'exprimer un processus de légitimation. On est presque là dans le cadre de la psychologie politique. C'est presque de la psychologie politique. Donc ici, eh bien, on s'est dit, mais alors, est-ce que ce processus de légitimation, on pourrait tenter de l'observer dans le cadre de la zone muette des représentations sociales? Il se trouve qu'en France, on a eu un procès, le procès de Charlie Hebdo. Alors, il faut savoir que Charlie Hebdo a reproduit en fait les caricatures de Mahomet après leur publication dans un journal danois qui s'appelle le Jyllands-Posten. Et après cette publication, eh bien, Charlie Hebdo a été donc mis en examen. Il y a un procès qui a été fait à Charlie Hebdo par l'Union des organismes islamiques de France et par la Mosquée de Paris, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman. Pour, je les cite, je cite, c'était dans ça, c'est ce qui a été dit hein, très clairement, pour une insulte publique envers un groupe de personnes relativement à leur religion, à leur orientation religieuse. Et donc Charlie Hebdo donc, a été mis en examen pour ça. Il y a un procès qui a été fait à Charlie. Alors, on continue. Sí. Le résultat du procès, au 22 mars 2007, montre que eh bien, le tribunal a déclaré en fait l'abandon des poursuites envers Charlie Hebdo à la demande en fait des parties civiles. Donc Charlie Hebdo a été relaxé, il a été libéré. Alors en France, je ne sais pas si tu peux le traduire ça, mais en France on connaît la suite, c'est-à-dire que les mouvements extrémistes ont finalement assassiné Charlie Hebdo dans les locaux du journal en 2015. En Francia, nosotros conocemos lo que siguió y fue que los grupos extremistas asesinaron a Charlie Hebdo, incluso en el local donde él solía trabajar en el año de 2015. Donc le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas eu d'insulte publique contre les musulmans par le journal satirique. Donc la justice a tranché. Alors, avec Christian et Jean-Claude, avec Christian Guimélier et Jean-Claude Deschamps, on a formulé quelques hypothèses théoriques. On s'est dit, s'il n'y a pas d'intervention des effets du pouvoir institutionnel, eh bien les croyances contre-normatives vont constituer donc une zone muette et cela va aboutir donc à du masquage. En revanche, avec l'intervention donc des effets du pouvoir institutionnel, comme par exemple la décision de justice, alors ici, les croyances contre-normatives devraient donc être légitimées par la décision institutionnelle et on devrait donc observer du démasquage. Donc on a fait l'hypothèse que la légitimation par la déclaration donc, du tribunal eh bien, et la relaxe de Charlie Hebdo allait aboutir à du démasquage et que les gens allaient donc être beaucoup plus en faveur des aspects négatifs à l'égard de la communauté musulmane. ¿Cómo van? ¿Sí se entiende? Alors on a... ¿Una parte? Sí, entiendo que sí. ¿Sí? Si. Ok, ok, vamos. Allez-y. Alors, au niveau de la population, on a interrogé 165 donc, étudiants. Et je vais préciser une chose, c'est que c'était des étudiants en lettres et en humanité, en sciences humaines. Donc des étudiants qui sont en général plutôt à gauche, qui votent plutôt socialiste en France. Ça, c'est important. Hein, voilà. C'est important pour la suite, vraiment, parce que le résultat, il est vraiment impressionnant. Donc, on a interrogé 60 étudiants lors d'un pré-test
et 105 étudiants lors de l'étude expérimentale. Alors, oui, Rona, il faudrait préciser aussi qu'on a eu dans l'étude 105 sujets, ce n'est pas beaucoup, mais en fait, on a interrogé les sujets avant et après le procès, mais on les a interrogés le lendemain de la décision de justice. Ça, donc, on a essayé de les interroger à chaud, immédiatement après la décision de justice de la relax de Charlie Hebdo. Dice que es importante señalar que aunque son solo 105 casos, que no son muchos, es importante señalar que fueron entrevistados al otro día de la decisión judicial y que en ese sentido estaba como muy fresco, muy cercano el evento, ¿no? Ça y est. Ok, merci. Donc, on avait des propositions donc, sur les représentations de la communauté musulmane qui ont été reprises, des travaux qui ont été réalisés par Flamand, Guimeli et Abric. Donc, on a récupéré les items et on a réalisé en fait un test avec le paradigme de l'autoprésentation de Jellison et Green dans un premier temps pour savoir quelles étaient les propositions qui étaient pro-normatives, comme par exemple les musulmans ont une religion, pratiquent une religion qui prône le respect, et d'autres étaient contre-normatives, comme par exemple les musulmans pratiquent une religion qui peut conduire au terrorisme. Donc il fallait qu'à l'avance, on sache bien quelles étaient les propositions normatives et les propositions contre-normatives. Ça, c'était assez important. Je vais mettre un peu de lumière parce qu'on n'y voit plus. Puisque c'est le soir ici. C'est le soir en France. C'est quelle heure déjà? Là, il est 19h ici. A las 7 de la noche para él. Así. Il est 19h. Très bien. Donc, les variables indépendantes, c'était les suivantes. La première variable indépendante, c'était la consigne d'expression en normal et en substitution. Ensuite, on avait une deuxième variable indépendante qui était le moment de l'observation, avant le procès et après le procès. Mais il faut signaler aussi une chose, c'est que l'on a aussi interrogé après le procès des étudiants que l'on a dichotomisés en fonction du fait s'ils savaient ou non quel était le verdict du procès. Donc on a demandé s'ils avaient connaissance du verdict du procès et on les a coupés selon qu'ils étaient au courant ou pas de l'issue du procès, et donc de la relax de Charlie Hebdo. Ça, c'était très, très important. Et on va voir que c'est vraiment important pour la suite. Et en termes de variables dépendantes, eh bien, on avait donc les items de Flamand, Guimeli et Abric, et donc les sujets devaient donc se positionner pour chacun de ces items de 1 totalement à 7 à totalement en accord. Mais ce qui est vraiment important, ce sont les deux variables indépendantes et surtout le fait que la deuxième variable indépendante a fait l'objet aussi ensuite d'une dichotomie en fonction qu'ils étaient au courant ou non de la relax de Charlie Hebdo. Alors, dans un premier temps, on a réalisé une analyse factorielle sur les différents items et on a pu montrer qu'il y avait 4 facteurs qui sortaient de cette analyse, et notamment un premier facteur qui était très important, qui renvoyait en fait au fait que la communauté musulmane représentait une menace. Et donc, on a ensuite un deuxième facteur qui renvoie à la spécificité culturelle, un troisième facteur aux valeurs positives et un quatrième facteur à la tolérance et l'ouverture. Donc ça, c'est un détail statistique, mais c'est juste pour montrer qu'en réalité, on avait bien un premier facteur qui renvoyait à des aspects menaçants pour les gens, que la communauté musulmane, pour dire les choses clairement, en France, il y a vraiment des gros problèmes de racisme envers les musulmans. Voilà. Lo que se observa Alors, je passe là-dessus. Que en Francia hay un gran problema de racismo contra los musulmanes, es lo primero que destaca de estos resultados. Donc, si on continue. On a réalisé ensuite des analyses de la variance sur chacun des facteurs, donc le facteur menace, le facteur spécificité culturelle, le facteur valeur positive
et le facteur tolérance et ouverture. Et on a examiné l'effet à chaque fois de la consigne, du moment de l'observation et de l'interaction entre la consigne et le moment de l'interaction et le moment de l'observation. Et on a pu observer une chose qui est assez intéressante, c'est que les seuls effets significatifs que l'on a eus, c'est l'effet de la consigne sur le facteur 1 et l'effet de l'interaction sur le facteur 1. Par ailleurs, nous n'avions aucun effet significatif. Donc, c'est vraiment sur le facteur menace que tout s'est joué. Et ça nous a beaucoup intéressé pour la suite. Maintenant, je vais montrer quelques graphiques qui font un peu peur dans les résultats qu'on a observés. On a eu un effet d'interaction entre le moment de l'observation, c'est-à-dire avant et après le procès, et la consigne, donc sur le facteur 1. Le facteur 1 qui était donc la perception de la communauté musulmane comme une menace. Voilà ce que l'on observe. C'est que avant le procès, ici, avant le procès, eh bien, on observe l'effet classique entre normal et substitution, où on voit qu'en substitution, ils sont plus d'accord qu'en normal pour dire que les musulmans représentent une menace. Donc là, il n'y a aucun problème. C'est un résultat qu'on a toujours eu, c'est qu'en substitution, eh bien, les gens déclarent plus les aspects indicibles qu'en consigne normale. Et là, tout va bien. Par contre, après le procès, donc la différence est significative ici. Après le procès, eh bien, il n'y a plus de différence entre normal et substitution. Ça, c'est un résultat qui nous a beaucoup intéressés parce qu'on s'est dit, mais alors, il s'est vraiment passé quelque chose après le procès. Et ça commençait à nous donner raison sur le processus de légitimation. Un autre résultat. L'effet d'interaction entre le moment de l'observation et la consigne sur un item en particulier, qui était les musulmans pratiquent une religion qui peut conduire au terrorisme. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en substitution, ils sont davantage d'accord avec cet item-là que lorsqu'on les interroge, en fait, en consigne normale. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal de trouver ce résultat-là. C'est un résultat qui a été trouvé pendant des années. En revanche, et donc il est significatif. En revanche, après le procès, il n'y a plus de différence entre normal et substitution. Et on voit à la fois que cela baisse, on a une baisse ici en substitution et une augmentation de l'accord en consigne normale. Mais ce n'est pas fini. Il y a eu encore pire que ça comme résultat. On a examiné l'effet d'interaction entre la connaissance de l'information et la consigne sur l'item « Les musulmans pratiquent une religion qui peut conduire au terrorisme ». Alors là, on s'est uniquement centré sur les personnes que l'on a interrogées après le procès et on les a dichotomisées selon qu'ils étaient au courant ou pas de l'information selon laquelle la justice avait donné raison à Charlie Hebdo. Alors, chez les étudiants non informés, eh bien, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, on observe exactement le même résultat que lorsqu'on interrogeait les gens avant et après le procès. Là, on est toujours après le procès. Mais on voit bien que ceux qui ne sont pas au courant de la décision réagissent comme ceux que l'on a interrogés avant le procès. Ce qui nous a permis d'ailleurs de valider le fait que ceux qui n'étaient pas informés n'étaient vraiment pas informés. Par contre, quand ils sont informés, et c'est là que ça devient problématique, il n'y a plus de différence et pour la première fois dans toutes nos études, en consigne normale, en moyenne, cela dépassait la consigne de substitution. Et donc on a pu conclure ici à un effet de la légitimation institutionnelle des opinions et des croyances contre-normatives. Donc c'est un résultat qui a vraiment été... Même Roana, tu peux le dire à tout le monde,
avec Christian et Jean-Claude, même nous, on a été surpris de ce résultat. On ne pensait pas qu'on aurait un résultat aussi fort à ce niveau-là. Tanto Cristian Guimeli como Jean-Claude y el mismo Gregory se sorprendieron muchísimo con estos resultados. Nunca esperaron obtener este resultado. Et on était même inquiet quand on a obtenu ce résultat-là. Voilà. Y estaban muy inquietos con estos resultados. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que l'union donc des institutions islamiques et la mosquée de Paris, en portant plainte contre Charlie Hebdo, ce qu'ils ont provoqué en réalité, c'est qu'ils ont, et par la décision de justice qui a relaxé Charlie Hebdo, ce qu'ils ont provoqué, c'est qu'ils ont provoqué en fait chez les gens un sentiment de légitimité à exprimer des opinions négatives à l'égard des musulmans. Voilà ce qui s'est passé. Y ellos piensan que la mosquée y el grupo de gente que se quejó por Charlie Hebdo, que hicieron una demanda, lo que provocaron fue que se legitimara en la gente la idea, su rechazo hacia los musulmanes, y eso es muy grave. Alors, à la suite de tous ces travaux, on a également essayé d'imaginer des pistes de recherche différentes. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur le déclaratif, sur ce que les gens expriment ou pas, mais on n'a pas assez travaillé sur le comportement. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que quand on prend, par exemple, les travaux qui ont été réalisés, on va dire, sur une perspective plus anthropologique, par Denise Jodelet, notamment avec la folie, sur les représentations de la folie, eh bien, Denise a pu, à l'époque, montrer que c'est par l'observation des comportements qu'elle a pu comprendre ce qui se jouait en termes de théorie naïve à propos de la folie. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que les comportements sociaux, les conduites sociales, eh bien, c'est une forme d'actualisation des représentations sociales. Dans les comportements se traduisent les représentations. Alors aujourd'hui, eh bien, on aimerait essayer de travailler sur des aspects en lien notamment donc avec les comportements. Je ne sais pas si j'avais prévu d'autres diapos là. Attends, just a minute. Oui. Bueno, que de alguna manera se acerca al cierre, Gregory, es que se ha trabajado mucho más en psicología social sobre las creencias, las opiniones a nivel de lo que se dice y mucho menos sobre el comportamiento. Y trae a colación como una forma que también se puede observar es el trabajo que hizo Denise Jodelet sobre la locura, en donde es a través que hace un trabajo sobre todo casi antropológico de observación, y es a través de la observación que ella puede identificar y encontrar las teorías naif que se van construyendo sobre la locura, que son diferentes a las que se expresan cuando la gente es interrogada a propósito del mismo tema, ¿no? Entonces, justamente es esta preocupación en el sentido de interrogarnos sobre cuánto estamos investigando sobre el comportamiento. Alors, on a quelques idées aujourd'hui d'expérimentation à faire sur le terrain. On est en train d'y réfléchir. Mais c'est très difficile de travailler sur le comportement. Bueno, es muy difícil de trabajar sobre el comportamiento, aunque ya están trabajando y pensando en algunos diseños experimentales sobre terreno para conocer e indagar un poco más sobre este tema. Ensuite, il y a une autre ligne de recherche qui renvoie au pouvoir social, puisqu'on sait à travers notamment les travaux de Keltner et collaborateurs en 2003 que l'on peut observer des effets de désinhibition chez les gens qui ont du pouvoir et des effets d'inhibition chez les gens qui n'ont pas de pouvoir. Et on formule l'hypothèse actuellement
qu'un haut pouvoir pourrait activer de la désinhibition et donc du démasquage, alors qu'un bas pouvoir activerait de l'inhibition et donc aussi du masquage. Et là, on a commencé quelques travaux, notamment avec Patrick Rateau, pour essayer de penser en fait un dispositif expérimental qui nous permettrait de tester ces hypothèses-là. Otra línea de investigación tiene que ver con cómo el poder social puede desinhibir a quien tiene el poder, ¿no? Y por lo tanto ir hacia el desenmascaramiento. Y por el contrario, quien no tiene poder, ¿no? Lo que observan de inicio es que hay una suerte de inhibición y por lo tanto de enmascaramiento de sus creencias e ideas. Ese es un trabajo que está haciendo con el maestro Patrick Rateau y bueno, ahí están trabajando sobre eso. Et enfin, la dernière ligne de recherche, elle porte sur l'objectivité, parce que certains travaux qui ont été réalisés par Ullmann et Cohen ont pu montrer que quand on amorce les gens avec de l'objectivité, par exemple, quand on leur demande de remplir une échelle où ils se déclarent objectifs, eh bien, on voit que ça a tendance à provoquer l'apparition, en fait, de stéréotypes. Alors, c'est assez contre-intuitif, parce que on pourrait imaginer que quand on dit aux gens, eh bien, soyez objectifs, ils vont au contraire ne pas exprimer les stéréotypes. Mais les travaux en psychologie sociale ont montré que c'était l'inverse qui se produisait. Et donc aujourd'hui, notamment avec Anthony Pierre Matteo, on est en train de développer des lignes de recherche pour montrer, premièrement, que l'objectivité, c'est une norme sociale. Et on a déjà récolté les données et on a déjà des résultats là-dessus et on a validé cet aspect-là. Mais ce qu'on voudrait montrer aussi, c'est que quand on va amorcer en termes de priming les participants avec de l'objectivité, on va davantage les amener en fait à démasquer les aspects contre-normatifs. Bueno, la última grupo de trabajo tiene que ver con cómo muchas veces cuando se les pide objetividad a los entrevistados, lo único que se hace es hacer que emerjan los estereotipos, lo cual es bastante contraintuitivo porque por un lado se les pide que respondan objetivamente y lo que pasa cuando ocurre esto es justamente lo contrario, que hay como una emergencia o una aparición de estereotipos. Parece que la objetividad devient une norme, ¿c'est ça? Une norme sociale en réalité. La objetividad se convierte en una norma social y entonces eso como genera, ¿no? Mueve de alguna forma a los entrevistados. Et on formule l'hypothèse que les gens qui vont être activés en termes d'objectivité vont avoir tendance à davantage exprimer des aspects indicibles. Y cuando se le pide a las personas que sean objetivas, lo que se va a activar en realidad es que hablen de eso que es más bien lo no dicho o lo indecible, lo que no solemos decir. Merci, Juana, et merci pour votre attention. Merci et gracias por su atención. Muchísimas gracias. Merci Muchísimas beaucoup. gracias, querido Gregory. Entonces, pues pasamos a las preguntas, a sus comentarios. Gracias por el esfuerzo, querido Gregory, de hacerlo en español y en francés al mismo tiempo. Merci beaucoup à toi, Juana, d'avoir assuré la traduction parce que c'était vraiment pas évident pour moi. Là. Y así es, hay que agradecerle mucho a la doctora Juárez por su esfuerzo, por tratar de hacer más claro el planteamiento del doctor Mónaco, y pues es el momento para poder aprovechar y plantear preguntas. Adelante. Comentarios. On va t'inviter plus souvent, comme ça tu vas essayer plus fréquemment en espagnol. D'accord. Está de acuerdo, entonces ya lo hicimos. Tu as une question sur le chat? Oui. Oui, vous croyez que COVID-19... J'ai compris la question. D'accord.
Je pense que oui. Oui, il y aurait des travaux très intéressants à faire sur la représentation de la pandémie, mais peut-être plus sur la représentation, je pense, de la gestion de la pandémie. À mon avis, il y aurait des choses à voir là, et notamment, on pourrait utiliser effectivement les variables qui permettent de manipuler les contextes d'expression pour faire apparaître effectivement ces aspects qui ne sont pas verbalisés. Mais attention, ça dépend de la population, parce que chez une population, et ça, je pense que Sylvain Delouvet serait d'accord avec moi, mais sur une population de complotistes, il n'y a pas de zone muette, il n'y en a pas du tout. Mais par contre, sur une population de non-complotistes, il peut y avoir des choses qui ne sont pas dites. Et peut-être aussi, en France, là où il y aurait en tout cas en France, alors, Rwanda, il faudrait expliquer qu'en France, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un pass sanitaire. C'est-à-dire que, voilà, tu peux expliquer ça, ouais. Es que es importante que sepan que en Francia en este momento existe algo que se llama pase sanitario. On ne peut pas aller au restaurant si on n'a pas été vacciné. Voilà. No, no se puede ir al restaurante y acá esto o metro o sí, ¿no? De partout. De partout. Para todos donde quieran moverse tienen que llevar consigo su pase sanitario, si no. Alors, souvent les gens disent je me suis fait vacciner pour protéger les autres. Mais ils disent moins qu'ils se sont fait vacciner parce qu'ils voulaient aller au restaurant. Tu vois? Hay mucha gente que dice que se vacuna para protegerse y proteger a los demás, pero hay otros que dicen que se vacunan porque quieren ir al restaurante. Donc, il y a peut-être des choses là, effectivement, à voir à ce niveau-là. Entonces, es probable que haya cosas que indagar sobre la zona, lo no dicho o lo indecible, pero dice que el caso es diferente, por ejemplo, porque sabemos que hay gente que cree en las teorías del complot y que en ese caso, pues no ocultan realmente nada, lo dicen todo. En cambio, en la gente que no forma parte o que no comparte las teorías del complot, ahí es donde seguramente hay cosas que no se dicen, ¿no? Que son parte de esto que ellos identifican como la zona muda. Oui, et puis je voudrais aussi rajouter une chose, parce que ce sont mes collègues et que je les aime beaucoup, c'est que sur la représentation du Covid, il y a un très bel article qui a été publié cette année par Jean-Louis Tavani, Sylvain Delouvet et Patrick Rateau dans Psychology and Health. Et donc voilà, c'est un article qui est très intéressant à lire, quoi. Voilà. Hay ese artículo que acaba de referir, es de Sylvain Tavani y Rateau, han hecho un buen trabajo para explicar parte entiendo, de este proceso del que estamos viviendo sobre la pandemia y la observación que ellos hacen sobre las reacciones y opiniones de la gente. Merci, voilà. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Moi, j'espère qu'on pourra se voir physiquement dans pas longtemps. Voilà. No, sí. Pendant ça, on peut se rencontrer dans cet espace virtuel. C'est vrai. C'est déjà mieux que rien, hein, c'est vrai. Oui, je crois que c'est une chance. ¿Nadie más tiene preguntas? Ah, qué cosa. A ver, comentarios, preguntas, anímense. Comentarios. Yo, doctora, si quiere, tengo una pregunta. La puedo intentar en francés a ver si sirve que practico. Merci beaucoup, Monsieur Le Monaco, pour votre présentation. J'ai un petit doute. Je travaille autour les journaux dans le Mexique, ici, sur la représentation sociale de dissidents politiques, de ce personnage qui attaque le gouvernement. Je crois que dans ce cas, sur les journaux, le gouvernement a une stratégie pour parler sur les dissidents politiques. Et ma question, c'est
Et ¿qué, qué, I don't, la relación entre la religión et le gouvernement pour produire certains types de légitimité dans la population. Si vous pouvez parler de la légitimité de ces relations, sera parfait pour moi. Anne, merci beaucoup et j'espère que vous pourrez comprendre ma question. Merci pour votre français qui est très bon, en tout cas qui est bien meilleur que mon espagnol. Ok, merci. Mais je comprends, en fait, je comprends bien la question. En fait, ce qui se passe, c'est que on ne peut pas dire que la politique ou la religion fasse tout le temps autorité et dans tous les contextes. C'est toujours très contextuel, ça. À l'époque, notamment, au printemps 54, dans les travaux de Kellman, la Cour suprême des États-Unis a fait autorité parce que c'était la Cour suprême des États-Unis. Maintenant, on peut voir que, par exemple, la religion, elle fait autorité dans certains pays, mais pas dans d'autres. Par exemple, en France, la religion ne fait pas du tout autorité. Il y a un désinvestissement au niveau de la religion, et notamment la religion catholique, en France, qui fait que si le pape va déclarer quelque chose, c'est pas dit que les gens suivent. Par contre, ce qu'il faut reprendre vraiment et ce qu'il faut garder en tête, c'est que le travail de Kellman sur la déségrégation des écoles publiques à travers le processus de légitimation, il prend corps, en fait, dans sa théorie de l'influence sociale qui était beaucoup plus générale. Et Kellman montrait qu'il y avait 3 formes d'influence sociale. Il y avait l'influence par compliance, c'est-à-dire par soumission, où les gens n'étaient pas vraiment influencés, mais ils disaient qu'ils étaient d'accord pour sauver leur image au niveau du groupe. Après, il y avait l'influence par identification, où là, il disait que c'était parce qu'on se laissait influencer par des personnes qui étaient importantes pour nous. Et enfin, il disait il y a l'influence par, en fait, l'intériorisation, internalization, où il disait que là, c'était les grandes figures qui faisaient autorité, comme les politiques, les religions, les institutions de manière générale, qui amenaient les gens à être tellement influencés qu'ils finissaient par penser que le point de vue qu'on leur donnait, eh bien, c'était le leur. Donc, il me semble que si on doit considérer l'influence des autorités publiques comme l'État, la justice, les religions, c'est plutôt dans ce processus d'influence par intériorisation qui les amène en toute honnêteté à croire que ce qu'ils sont en train de dire, ils le pensent eux-mêmes, sans soupçonner, sans se rendre compte que c'est parce que l'État ou la religion ou la science leur a finalement suggéré ce point de vue-là que c'est maintenant le leur. C'est vraiment de l'influence quasiment politique, quoi. Hein? Ok, merci beaucoup. Oui, il y a une autre question, je crois, dans le chat, Juana. C'est ça. Tu peux lire, tu veux que je dise que il paraît que dans la zone ouest, il existe des aspects contranormatifs en relation à la pensée sociale sur des autres personnes, tal como nous avons trouvé dans une étude réalisée en Tucumán, Argentina, con professeur qui a répondu sur lo que la société pense à propos de sa activité. Il apparaît des éléments intéressants comme la vagancia. Tu comprends la vagancia? Les clochards. Les clochards. Ah oui, d'accord, oui. Les travail facile. Ces questions nous ont beaucoup étonnés dans la mesure qu'ils révèlent un regard évaluatif à propos de soi-même. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à propos de cet aspect? Donc, si je comprends bien la question, c'est qu'il y a une étude qui a été réalisée en Argentine donc, et qui a donc, fait le constat que la société pense... c'est-à-dire qu'elle a un regard évaluatif en fait sur justement la clochardise, c'est ça, le travail facile, etc. C'est ça?
On me demandait au prof qu'est-ce qu'il pensait, qu'ils pensent oui. la société sur eux-mêmes. Oui, d'accord. Quand il répond sur ce qu'il croit que les gens pensent d'eux, il répond des aspects surtout qui vont souligner cet aspect de vagancia, le travail facile. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Alors, Cynthia, c'est Cynthia qui pose cette question-là, je crois. Aquí estoy. Oui, voilà. Mais Buenas tardes. mais je crois que Quería pecar de humilde y no aparecer en cámara. D'accord, d'accord. Tengo que hacerlo. Mais je crois que... Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo sobre el objeto trabajo docente en Argentina y hemos venido encontrando, digamos, una mirada más bien matizada sobre lo que es el trabajo docente con un alto predominio de elementos positivos más vinculados a esta imagen romantizada del ejercicio de la docencia atravesada por la vocación, ¿no? Y si bien aparecen elementos como puede ser la devaluación social, la falta de reconocimiento, el mal pago o la mala remuneración, estos elementos son más bien como contextuales, ¿no? Siempre el docente a la hora de apelar a una mirada sobre sí mismo apela a estos elementos positivos para compensar esos elementos contextuales que no puede manejar por otros. Cuando hicimos este estudio de zona muda, pero que no tenemos ninguna publicación, nada, yo hice una locura, digo, quiero intentar ver qué pasa acá, qué pueden decir, si los hacemos hablar en tercera persona, les pedimos que mencionaran en un test de vocación jerarquizada qué palabras venían a la mente de ellos cuando se les preguntaba sobre el trabajo docente y luego qué pensaban ellos acerca de cómo la sociedad miraba o pensaba al trabajo docente. Cuando hacemos esta comparación aparecen estos elementos devaluativos, ¿no? El trabajo fácil, bueno, la vagancia, ¿no? Como algo muy, muy parecido, lo cual nos llamó mucho la atención porque en realidad la devaluación no siempre viene de los otros, del contexto, sino de repente aparece por parte de los mismos propios desempeños. Bueno, nos había llamado la atención estos elementos y bueno, nos parecía interesante poder compartirlos aquí con los colegas de México y con ustedes. Gracias. No sé si pude explicarme bien. Donc, si je comprends bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que apparemment, quand on leur a demandé de s'exprimer sur ce que pensait la société, ils disaient donc effectivement que donc c'est quand on a interrogé des professeurs, hein, si j'ai bien compris, c'est ça, et sur ce que pensait la société, ils ont dit en fait que la société pensait que c'était plutôt effectivement du travail facile. Vagancia, tu as dit que c'était la pauvreté, c'est ça, Juana? C'est les clochards, ce qui la clochardise. La clochardise. La clochardise, ok, d'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce sont justement des professeurs avec un statut social assez élevé. Et peut-être que là, c'est intéressant de manipuler, justement de voir si ce n'est pas un effet du pouvoir perçu. C'est-à-dire, parce qu'on voit que le pouvoir provoque la désinhibition. Il y a des publications qui montrent ça en termes de processus, notamment le modèle de Keltner qui travaille sur les c'est approach avoidance processes. Et on montre que je peux le faire en anglais si ça va pour Cynthia, mais on voit que les hauts pouvoirs, les high power, sont plus dans la désinhibition que les bas pouvoirs. Et la désinhibition, elle entraîne des effets en termes de comportement. Et ces comportements, ce sont des comportements de transgression des normes sociales. Donc, ce n'est pas étonnant, en fait, qu'on puisse, quand on est investi d'un certain pouvoir, d'avoir, en fait, un regard très négatif sur la société, puisqu'en réalité, on se croit au-dessus de tout ça. Moi, il me semble qu'il peut y avoir, en fait, une explication en termes de pouvoir et de statut social élevé. Si j'ai bien compris.
Cintia, sí te... Bueno, ¿Sí, para el Juana? resto. ¿Sí? ¿Sí? Que si entendió bien, si estás de acuerdo con esto que nos menciona, de que otra vez apela a esta idea de cómo el poder, el hecho de que se sientan por encima de, pues con un estatus mayor, puede hacer explicar quizá las respuestas que han obtenido, ¿no? Como desde un lugar de desinhibición. Es posible, es posible. Tenemos que volver a las características de la población encuestada y bucear al respecto, porque fue un estudio hecho hace varios años atrás, nada, a modo de experimentar un poco sobre cómo reaccionaba esa población a la consigna esta que era, ¿qué piensa usted que la sociedad piensa acerca de la labor docente? ¿No? Y el docente en realidad tiene una mirada complicada, pero siempre como que la deposita en el otro, ¿no? Es la sociedad quien nos devalúa, ¿no? Es el gobierno quien no nos paga correctamente, ¿no? Entonces, esta cuestión de poder hablar, digamos, más libremente sobre lo que ellos mismos piensan y no se animan a decir o no pueden decir explícitamente, nos puso ante estos elementos que, bueno, son bastante interesantes. Digo, hasta qué punto es la mirada, ¿no?, del otro o la propia. Claro, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Cintia. Mais je crois que Cynthia, on s'est croisés sur Facebook, je crois, dans un groupe Facebook, il me semble, mais je ne suis pas sûr, mais il me semble. En que seguramente que le parece a Gregory que se han encontrado en algún grupo de Facebook. Le parece. No Estamos en el grupo de Facebook de Argentina. Somos administradores con Gustavo Lilov. Ahí estamos comunicados. Perfecto. Okay. Hay otra pregunta en el chat, Gregory. Oui. Dans l'actualité, il y a des manifs et des manifs d'organisations et de groupes qui expriment de façon ouverte des discours contre-normatifs qui sont plutôt racistes, classistes, Oui. Qu'est-ce qui passe dans ces cas? Oui, ça, on a la même chose en France, mais il faut savoir qu'il y a une évolution aussi historique de ces groupes. Parce que, par exemple, en France, on a un parti politique d'extrême droite qui, il y a très longtemps, les gens, quand ils votaient pour ce parti politique, ils ne le disaient pas. Mais ce parti politique a pris de l'ampleur et jusqu'à ce que la représentante de ce parti politique eh bien, soit au deuxième tour des élections présidentielles, elle a failli être présidente en France. Et ça crée les conditions de la légitimité. Donc, il se peut que lorsque les partis politiques commencent à être reconnus par la société et qu'ils commencent en fait à obtenir beaucoup de voix, il y a un effet en fait d'influence majoritaire et qu'ils se sentent légitimes en réalité de pouvoir exprimer ce genre de choses. Il y a une très belle publication à ce sujet de Stangor et collaborateurs en 2001 qui montre que les aspects contre-normatifs sont mieux exprimés dès lors que l'on pense qu'ils font l'objet d'un consensus dans le groupe. Donc c'est parce qu'ils doivent penser que ces idées sont partagées et c'est pour ça qu'ils se permettent de les exprimer. En efecto, José, no sé si andas por ahí todavía, sí, es importante, lo primero que dice Gregory es que hay que entender que esos procesos tienen su historia, han evolucionado en las sociedades, y que en Francia, en el caso del partido de extrema derecha, que incluso estuvo a punto de ganar en la última elección, ese tipo de avance les permite legitimar su postura y ampliar su impacto, en el cual la gente asume que puede expresar con más claridad eso que piensa, ¿no? Pero que es parte de la dinámica también que están viviendo nuestras sociedades. Je voudrais revenir sur une chose pour répondre à cette question, Juana. Sí. Je vais revenir juste sur une chose. Sí. Je vais revenir sur ça, puisque, en fait, déjà, Moscovici l'expliquait déjà très bien. Voilà. Quand il dit, par exemple, ici, de manera que la sociedad tiene a este respecto un tesouro disponible permanentemente
al cual puede recurrir si es necesario, cuando surge la necesidad y o cuando la situación, por una razón u otra, se hace socialmente posible. Et quand on voit l'émergence justement de ces discours et le niveau d'acceptation de la part des populations de ces discours racistes, ça crée les conditions en fait de l'expression de ces discours. Muchas gracias. Tu as une autre question sur le chat? Comment on peut expliquer le comportement face au problème masqué? Je peux répondre rapidement. Je suis entièrement d'accord avec l'explication. Effectivement, je pense que le masquage, il est provoqué par les dimensions sociales, la culture, le pouvoir et les pressions normatives, par tout cet ensemble de facteurs. Effectivement, oui. Es nuestra colega Estela Ortega aquí del otro côté là. Ah, c'est Estela Ortega Rubi, non? C'est pas ça? C'est ça. Ah, c'est ça. C'est elle. C'est ça. Ben, bonjour. Bonjour, Estela. Bonjour. Oui, je suis entièrement d'accord avec elle par rapport à ça, mais je pense que ce qui nous intéresse vraiment en tant que chercheurs, c'est d'identifier tous ces facteurs en fait, qui peuvent jouer sur le masquage et le démasquage pour pouvoir plus tard être en capacité de prédire ce qui va se passer si dans une situation, c'est tel facteur qui va être activé ou tel autre facteur qui va être activé. Je pense que c'est un peu le propre de la psychologie sociale que de pouvoir étudier les facteurs pour anticiper ce qui va se passer par la suite et justement donner des conseils dans le cadre notamment de la vie quotidienne quoi, et des affaires quotidiennes de la société. C'est pour ça que je disais que pour moi, cette problématique de la zone muette, elle est ancrée dans la psychologie sociale quotidienne. Très bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien más que quiera preguntar? Edgar, ¿agotaste tus preguntas? Solo esa, doctora, que fue la que me surgió justo con lo que iba escuchando. Ok. Sí. Angélica. Pues yo creo que ya estamos al cierre. Ha sido mucha información. Agradezco mucho, doctor Gregory, la conferencia. Y seguramente en el futuro tendremos más dudas y más necesidad de estar en este intercambio académico. Por favor, Juanita, dile que pues estaremos buscándolo para próximas pláticas y conferencias. Hay algo en el chat, ¿no? Listo, pues no sé, Juanita, si estamos cerrando. Sí, muchas gracias. On veut te remercier pour cette excellente conférence, cher Greg. On menace qu'on te demande un autre espace dans les prochains temps pour t'écouter. Je crois que peut-être qu'on peut penser à quelque chose sur la méthodologie, quelque chose ponctuel à propos de la méthodologie, mais on va parler avec notre coordinatrice pour pouvoir le faire. Et c'était un plaisir de te rencontrer ce matin. Bon, merci à vous pour cette invitation. Moi, ça me fait toujours plaisir et ça m'a fait plaisir de te voir un petit peu aussi parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et de vous voir tous aussi à des kilomètres d'ici. Et j'espère qu'on pourra se voir physiquement et très rapidement ou lors d'une conférence ou lors de séminaires qu'on pourrait organiser. J'espère qu'on pourra vite sortir de cette situation parce que voilà, ça commence à devenir pesant pour tout le monde. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi pour nous faire réfléchir, pour nous apporter des éléments qui nous obligent à réfléchir aussi sur les champs de travail qu'on a, sur les champs de la vie quotidienne justement qu'on est, qu'à travers toute
notre société en ce moment-là, avec la pandémie et autres choses, et tous les phénomènes sociaux qui se développent à partir de la pandémie. Non? Et je crois que ce soit au Mexique ou en Argentine, vous avez en fait toujours cette ambition aussi de travailler sur le politique et dans des aspects de psychologie politique, ces aspects qui étaient d'ailleurs très chers à quelqu'un qu'on a beaucoup aimé tous les deux, qui était Michel-Louis Rouquette. Et je crois que ces perspectives de zone muette, elles interviennent énormément dans la sphère du politique et qu'il faut vraiment s'en saisir pour faire valoir justement ce que la psychologie sociale peut apporter, notamment en termes de compréhension des phénomènes politiques et sociaux. Voilà. D'accord, complètement d'accord. Et merci pour pouvoir nous introduire dans cette thème, dans ces sujets qu'on n'est pas tellement, on ne connaît pas, non connaissait pas tellement, mais qu'avec ta conférence aujourd'hui, nous a ouvert une nouvelle façon, une nouvelle manière de nous approcher à cette question. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne nuit à toi. Pas encore, mais ça va. Et à tout à l'heure, et à tout de suite. Bueno, on va se rencontrer sûrement sur email. Ok, parfait. Merci beaucoup, Rona. Merci à tout le monde pour votre accueil et pour votre écoute. Merci beaucoup. Muchas gracias y muy buenas noches para ti y bueno, buenas tardes, buen día para todo el mundo. Okay. Y muchas gracias y buen día a todas y a todos. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, doctor. Rápidamente hago un comercial, a ver, a lo mejor a través de la página. En estos días, hoy justamente se inició el Congreso de Representaciones Sociales en Grecia. Bueno, es un decir porque lo organiza Grecia, pero lo están haciendo a través de Zoom. Es un espacio abierto para quien quiera asistir a las conferencias. Le voy a pedir a la coordinación que pudiera publicar ahí el cartel de son 2 o 3 días de trabajos y que cuando puedan se aproximen para conocer un poco más sobre todo esto. Y por supuesto que lo haremos. Muchas gracias entonces a todas y a todos y hasta aquí llegamos. Aquí nos quedamos mientras se desconectan. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buena. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto.